Monsieur Frédéric Levrault, qui est notre nouveau conférencier, qui est avec nous depuis le début. Merci de nous avoir suivis. Il vient d'un horizon un petit peu différent, puisque lui aussi doté d'une sérieuse formation en agronomie. Il travaille auprès des chambres d'agriculture de France, donc il est évidemment en contact avec les régions et en contact avec la profession surtout, puisqu'il est coordinateur au niveau national d'un certain nombre d'actions pour aider, favoriser, conseiller le monde de l'agriculture à s'adapter au changement climatique. Donc c'est à la fois un acteur intéressant, proche du terrain, et un observateur aussi. Et donc il va nous présenter sa vision de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et des forces et faiblesses du monde agricole dans ce domaine. Alors il est concepteur de ce qu'on appelle, enfin c'est un concept d'observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique, c'est-à-dire que ces conseils s'appuient évidemment sur une observation de ce qui se passe sur le terrain et une remontée de ces informations. Donc voilà, c'est un regard très intéressant. Merci d'avance, Monsieur Levrault. Alors je vous passe la parole et puis, comme pour les autres, je ferai le petit rappel quand il sera temps d'arrêter. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Effectivement, on pourrait peut-être, pour prendre un ton un peu humoristique, dire que cette affaire d'adaptation au changement climatique, c'est pas gagné d'avance. Et effectivement, ça peut être intéressant quand on s'investit professionnellement dans un environnement précis qui est celui des chambres d'agriculture, de s'interroger sur les forces et les faiblesses en matière d'adaptation au changement climatique. Mon investissement sur l'adaptation au changement climatique ne doit pas être comprise comme un point de vue qui consisterait à dire l'atténuation et le stockage de carbone, c'est mort et il suffit de s'adapter. Certainement pas. Ce sont des sujets sur lesquels je travaille un peu, mais l'essentiel de mon investissement porte sur l'adaptation. Compte tenu du fait qu'on a devant nous, nous avons tous devant nous, le monde agricole et les autres secteurs d'activité économique, nous avons tous devant nous, encore au moins pour quelques décennies, une évolution du climat qui va s'imposer à nous. Ce qui n'est pas écrit, effectivement, c'est en gros ce qui va se passer sur la deuxième moitié du siècle, et qui dépendra de la vitesse à laquelle la réduction des émissions de gaz à effet de serre se mettra en place entre aujourd'hui et 2050. Voilà. Bon. Ce que résume assez bien finalement ce graphique que vous connaissez tous, issu des travaux du GIEC, et qui montre que finalement les prochaines décennies sont à peu près écrites climatiquement, mais ce qui n'est pas écrit, c'est la suite. Là, il y a un rectificatif assez important qui a été fait par Jean-Michel Soubeyrou il y a 2 jours sur ce sujet, cette inertie de réponse. Et le GIEC l'a dit dans son 6e rapport d'activité, est bien dû à l'inertie de la mise en application des politiques d'atténuation et non pas à l'inertie de réponse de la machine climatique mondiale. Bien. Alors l'adaptation, c'est quoi? Même si on sort des définitions officielles, c'est en fait l'ensemble des modifications, des aménagements, des transformations que chacun d'entre nous, et à commencer par les agriculteurs, essaye ou va essayer de mettre en œuvre pour continuer à faire son métier, en vivre, produire de l'alimentation et contribuer à un certain nombre d'autres services rendus par l'agriculture dans un climat qui demain ne sera pas le climat d'aujourd'hui. C'est ça l'adaptation, et c'est pas forcément si facile que ça à faire. Alors je vais essayer d'illustrer cette notion de force et faiblesse du monde agricole vis-à-vis de ce sujet de l'adaptation au travers de 3 ou 4 thématiques que vous allez voir défiler. Alors, le monde agricole pour moi c'est quoi? C'est, je dirais, d'abord les acteurs de la production, que sont les agricultrices et les agriculteurs, et puis tout l'environnement technique, scientifique, technique, d'accompagnement, institutionnel,
institutionnels et pourquoi pas politiques qui les accompagnent. C'est pas un monde dont les frontières sont forcément définies de façon très nette. Et qui plus est, c'est un milieu dans lequel le nombre d'organisations est assez important et leur diversité également. Alors il y a peut-être un premier point qui est intéressant à regarder, c'est comment la profession, c'est-à-dire les agricultrices et les agriculteurs eux-mêmes, intègrent cette notion d'adaptation et ont admis ou pas la nécessité de s'adapter à l'évolution du climat. Alors je dirais que ce qui peut être très démoralisant pour des gens qui, comme moi, font beaucoup d'informations, de formations, d'appui techniques, je pense que le premier déterminant qui a mis en mouvement les agricultrices et les agriculteurs sur la question de l'adaptation, c'est le constat d'impact, donc d'effets de plus en plus perceptibles du changement climatique sur les productions agricoles, essentiellement production végétale, mais animale un peu également. Alors, des impacts, il vous en a été montré au cours de certains des exposés précédents, et peut-être qu'on peut, par plaisir de faire des catégories, distinguer des impacts que moi je qualifierais d'impacts à haut bruit, ou en tout cas peut-être ceux dont on parle le plus, ceux qui maintenant sont un peu connus de la totalité des agriculteurs et d'à peu près tout le monde en France. La question de l'avancement des dates de vendange a été évoquée en viticulture, de même que la montée des titres alcométriques, toujours en viticulture. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons vécu ces dernières années des épisodes de sécheresse à répétition, voire de plus en plus longs, voire de plus en plus intenses. Ce sont évidemment des événements que les agricultrices et les agriculteurs vivent de façon extrêmement sensible. Et puis on a même pu voir ces dernières années, et là encore à répétition, des épisodes de température très élevés qui ont pu avoir, comme le montre cette image, des effets physiologiques extrêmement sévères sur des productions ici de la vigne dont on pourrait penser a priori qu'elle n'est pas forcément très sensible aux températures élevées. Et ce qui a pu amener, à l'occasion d'une interview sur France Inter en 2019, si ma mémoire est bonne, la présidente de la Chambre d'agriculture du Gard à dire quelque chose qu'on aurait pu imaginer comme indicible il y a peut-être encore 10 ans ou 5 ans, je la cite, hein, et s'il le faut, nous examinerons la possibilité de faire autre chose que de la viticulture. Donc quand vous êtes présidente de la Chambre d'agriculture du Gard, c'est pas quelque chose que vous dites sans avoir pris un peu la température, c'est le cas de le dire, auprès du milieu des viticulteurs de votre département. Donc il y a des effets extrêmement palpables maintenant, dont ont conscience la totalité ou la quasi-totalité des agricultrices et des agriculteurs français qui ont compris que des choses sont en train de se passer. Et puis il y a aussi des choses moins visibles, moins perçues, moins connues, qu'on pourrait qualifier d'impact à bas bruit, qui peuvent éventuellement pour certains d'entre eux nécessiter un petit peu de compétences en physiologie végétale par exemple. Vous avez dans le monde de l'arboriculture des problématiques de levée de dormance et d'induction florale. Donc la levée de dormance, c'est le mécanisme par lequel les arbres, dans nos climats tempérés et donc caractérisés par un repos végétatif en hiver, c'est le mécanisme par lequel les arbres comprennent, entre guillemets, que l'hiver est passé parce qu'ils ont reçu une quantité suffisante de froid, et l'hiver étant passé, à ce moment-là, les montées en température permettent le démarrage de végétation. Et bien, dans des hivers qui vont en se radoucissant, la quantité de froid reçue par un arbre devient de plus en plus faible et peut devenir insuffisante, et ça commence à arriver, et on voit dans certains vergers des problématiques de démarrage de végétation qui signalent que les quantités de froid reçues n'ont pas été suffisantes. Vous voyez, il faut faire des explications relativement longues pour décrire des choses qui en plus ne se voient pas. La levée de dormance ne se voit pas en tant que telle, mais ces choses-là voilà, se produisent à bas bruit. Il y a un autre exemple qui a été évoqué par plusieurs des intervenants précédents, qui est le plafonnement du rendement d'un certain nombre de céréales à paille, et en particulier du blé tendre en France depuis le milieu des années 90, donc première culture assolée en France.
dont l'explication, ça a peut-être un peu moins été dit les jours précédents, réside aussi dans la montée ou dans la fréquence accrue de journées chaudes avec des niveaux de température qui viennent pénaliser le remplissage des grains. C'est un phénomène qu'on appelle le phénomène d'échaudage thermique. Ça, c'est un phénomène dont on pourrait se dire qu'il a tout de suite été perçu, compris par les céréaliers français. Non, il a fallu attendre 2010 et une publication INRAE Arvalis, enfin INRA à l'époque Arvalis, pour démontrer la réalité de ce phénomène, avec une phase de bascule établie à peu près au milieu des années 90. Hein. Donc c'est 15 ans après que la démonstration a été faite de la réalité de ce phénomène, qui depuis se poursuit, comme vous l'avez vu sur certains graphes présentés. Les rendements en blé tendre en France ne s'accroissent plus depuis le milieu des années 90. Et qui plus est, se caractérise par une variabilité interannuelle qui s'accroît. Et puis, il y a aussi des phénomènes qui sont en train de prendre place en lien, par exemple, avec la pression parasitaire et des accélérations de cycles de reproduction de certains bioagresseurs. Vous voyez, on rentre là dans des domaines qui peuvent commencer à devenir très pointus et qui peuvent avoir échappé à une partie du monde agricole et bien sûr encore plus à une grande partie du public. Donc en fait, il y a tout ce qui se voit déjà, et on peut en faire des catalogues entiers, et puis il y a ce qui est éventuellement un peu moins palpable. Mais dans tous les cas, les agricultrices et les agriculteurs en France ont, dans leur immense majorité, compris maintenant que la donne change. La donne a changé, la donne change. On reparlera du futur ensuite. Alors ce sentiment, cette conviction que quelque chose se passe nous amène à dire qu'il n'y a plus du tout de déni, hein, de remise en cause, non seulement du sujet lui-même du changement climatique, mais de ses effets sur l'agriculture française dans le milieu agricole. Moi qui fais des conférences à dose importante, je me rappelle très très bien de l'époque, il y a encore peut-être 5 ans, 6 ans ou à peine plus, où il y avait systématiquement quelques questions. Vous êtes sûr que le Gulf Stream, les Vikings ont déjà, voilà, bon, Greenland, bon. Et aujourd'hui, quand vous avez devant un public agricole une ou deux mains qui se lèvent pour annoncer une question un petit peu, voilà, ça commence par « je ne suis pas climato-sceptique, mais je voudrais savoir si ». Donc on voit très bien chez nos agricultrices et chez nos agriculteurs ce souci de ne pas apparaître comme celle qui dénie la réalité d'un phénomène. Donc c'est quand même le signe que les mentalités ont beaucoup évolué. Alors, ceci étant dit, quand on fait des travaux d'enquête, ou quand on discute simplement, on perçoit assez vite que les ressentis, ce qui est quelque chose d'à peu près incontournable pour entraîner de l'action, hein. Il faut qu'il y ait un ressenti. Alors on espère après qu'il soit le plus fiable et le plus objectif possible. De toute façon, il faut qu'il y ait un ressenti. Tout le monde ne déclenche pas son action sur la base simplement d'un excellent article, qu'il soit de l'INRAE ou de Météo France. Il faut du ressenti. Et quand on interroge ou quand on fait s'exprimer les ressentis, on s'aperçoit qu'il y a des biais, des imprécisions, voire quelquefois des incompréhensions. Alors je vous en donne un exemple, très modeste, hein, au travers d'un travail que nous avons initié cette année en région Bourgogne-Franche-Comté, donc pour les locaux de ces universités d'été. La Bourgogne, c'est cette petite région viticole qui se situe quelque part à l'est de la vallée de la Loire. Hein. On est bien d'accord que c'est un vignoble très secondaire. Donc on a lancé une opération qui s'intitule « Quel climat demain dans mes vignes » et qui consiste, au travers d'un travail d'enquête réalisé par des élèves ingénieurs, à attraper un certain nombre d'informations et à délivrer ensuite un certain nombre d'informations. Je vous en présenterai quelques-unes. Et on déroule notamment, enfin les élèves ingénieurs déroulent un questionnaire dans lequel ils demandent aux agriculteurs, aux viticulteurs, aux viticultrices de répondre à un certain nombre de questions sur pensez-vous qu'il gèle plus qu'avant, enfin je vous le dis pas comme c'est formulé, mais voilà. Pensez-vous que la végétation démarre plus tôt qu'avant? Oui, non, un peu. Et on voit quasiment sur toutes les questions qu'il peut y avoir des réponses oui, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, non, mais que c'est jamais monolithique. Donc il y a bien des divergences de ressenti.
on ne fait pas de jugement de valeur à aucun moment, mais il y a bien des divergences de ressenti sur des choses sur lesquelles on a pourtant des informations et des monitorings extrêmement objectifs. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait la restitution de ces réponses aux viticultrices et viticulteurs concernés, on met, quand on peut le faire, des historiques d'indicateurs climatiques, agroclimatiques, phénologiques, etc., qui permettent, sans qu'on ait nous-mêmes à dire vous avez raison, vous avez tort, qui permettent aux vignerons concernés de se dire ah ben en fait, j'ai l'impression que, mais en fait il se passe ça. Donc voilà comment on peut corriger des ressentis. Et c'est pour cette raison de ressenti qui nous semblait devoir être un petit peu objectivé, consolidé, argumenté, etc., qu'à partir de 2011, dans une région qui s'appelait à l'époque Poitou-Charentes, et qui a contribué à la construction de la région Nouvelle-Aquitaine, on a mis en place dans le réseau des chambres d'agriculture les dispositifs qui ont été rapidement introduits tout à l'heure, donc des observatoires régionaux agriculture et changement climatique, dont un des objectifs était dès le début d'objectiver, comme on dit dans notre jargon, les évolutions climatiques et agricoles à l'œuvre dans les territoires. Donc quand on dit des observatoires, c'est qu'on se contente d'observer, hein, donc ça peut paraître bête comme chou, mais c'est extrêmement productif, porteur d'informations, etc. Donc voilà le niveau actuel de déploiement de ces dispositifs. Les méridionaux sont encore un peu méridionaux dans leurs habitudes, mais certains dans le nord n'ont pas encore non plus. Alors, on a cette chance, voilà, d'avoir maintenant une population française d'agricultrices et d'agriculteurs qui sont conscients du phénomène, mais pour lesquels, effectivement, il faut peut-être un peu continuer l'effort d'accompagnement, de pédagogie, d'explication sur ce qui est en train de se passer, et seulement ce qui est en train de se passer. La profession agricole, ou le monde agricole, ce n'est pas uniquement des agriculteurs, hein, il y a aussi des organisations, et il y a quelque chose qui a déjà été évoqué, c'est le terme de filière. Je dirais que une filière agricole, c'est l'ensemble des femmes, des hommes et des organisations qui concourent à, on va dire, une production. Voilà, on peut parler de la filière fruits, de la filière légumes, voire même de la filière fruits et légumes, on peut parler de la filière grande culture ou de la filière blé. Bon, voilà, les segmentations peuvent être un peu sujettes à caution, mais toujours est-il que certaines filières, au travers des organisations qui œuvrent dans ces filières, se sont mises en mouvement depuis maintenant pas mal d'années sur cette question de l'adaptation au changement climatique. Alors il ne m'appartient pas de dire qui sont les bons élèves et qui sont les moins bons élèves, mais c'est très clair que sous des modalités assez différentes d'ailleurs, la filière grande culture, la filière viticulture et la filière élevage, on peut dire, ont été des précurseurs. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne font rien, mais c'est vrai qu'il y a eu... Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces filières-là? Je ne prétends pas avoir l'explication de ce podium, ou de pourquoi ces trois-là sont sur le podium, ou font le podium. Mais bon, il y a une structuration très importante, des capacités d'études conséquentes, de l'ingénierie, voilà, un poids économique considérable, des habitudes de travail, des collaborations historiques avec la recherche, des structures d'appui technique. Bon, tout ça est aussi le fruit d'une activité de recherche, de développement d'appui, voilà, qui a plusieurs décennies d'existence. Alors malgré tout, quand on se penche un peu sur la façon dont ces filières enclenchent l'adaptation au changement climatique, eh bien on s'aperçoit que une seule d'entre elles s'est mise en capacité ou à réussir à élaborer ce qui s'appelle officiellement, et qui a été officiellement validé en présence de notre ministre de l'Agriculture et bien sûr des représentants des organisations qui ont élaboré ce travail, hein, vous les voyez là, France Agrimaire, INAO, IFV, Institut français de la vigne et du vin, INRAE, les Interpro, etc. Donc il n'y a qu'une seule filière qui a élaboré cette stratégie. Alors la stratégie ne fait pas toujours l'action, mais enfin la stratégie c'est quand même quelque chose d'intéressant pour envisager l'action. Et quand on regarde brièvement, hein, qu'est-ce qu'il y a dans cette stratégie, donc, qui s'appelle officiellement la stratégie de la filière viticole face au changement climatique,
on ne dit pas si c'est de l'adaptation, de l'atténuation, du stockage ou un mélange des trois. Alors en réalité, c'est pour 3/4 de l'adaptation, à peu près, et pour 1/4 de l'atténuation et du stockage. Donc, les enjeux d'atténuation en viticulture ne sont pas les principaux enjeux d'atténuation dans l'agriculture française. Donc sur la thématique adaptation, qui est notre propos de ce matin, eh bien, on s'aperçoit que ces acteurs se sont concertés, ont réuni, ont beaucoup travaillé pour pointer des sujets de travail, des axes de réflexion, des axes de projet, autour desquels, selon eux, il y a des véritables enjeux d'adaptation. Et en fait, la stratégie a tout simplement, mais il a fallu beaucoup de travail pour y parvenir, consisté à se mettre d'accord sur la nature de ces sujets. On aurait pu imaginer que tel courant de pensée dans le monde viticole français aurait dit non, l'agrivoltaïsme, j'ai mis PV, photovoltaïque, mais en viticulture, c'est plutôt des dispositifs à relativement faible couverture. On aurait pu penser que ça aurait été évacué parce que, par exemple, jugé non compatible avec une dimension paysagère, etc. Donc ça permet de valider l'inscription dans un ensemble d'actions de ces différents sujets que vous voyez et qui sont ensuite classés. Voilà, la connaissance des zones, tout ce qui concourt à l'établissement de conditions aptes à la production, tout ce qui tourne autour du matériel végétal, les tolérances à des caractéristiques climatiques que vous voyez, tout ce qui tourne autour évidemment de la vinification, et puis tout ce qui a été rassemblé autour de garanties de production, voilà, incluant les sujets que vous voyez là. Alors, moi je trouve ça particulièrement intéressant parce que après, quand vous... quel que soit votre domaine, votre angle d'entrée dans le sujet de l'adaptation et pour cette filière-là, vous pouvez vous référencer, vous positionner par rapport à cette structuration. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors j'ai dit donc qu'il y avait un podium. Peut-être qu'en fait on peut discuter de qui est sur le podium. Ce qui est certain, c'est que certaines filières sont un peu moins avancées que d'autres. Et en fait, pour les raisons inverses de ce que j'ai donné comme argument pour les trois premières, c'est que leur poids économique n'est pas le même, les moyens techniques et humains ne sont pas forcément au même niveau, etc. Les deux étant d'ailleurs souvent liés. Bon, en voilà quelques exemples. Loin de moi l'idée de faire un véritable classement, et en fait ce que ça souligne, c'est simplement la nécessité pour ces filières-là de se mettre en mouvement. Derrière ce beau champ de salade, on peut se dire que si les températures annoncées par Jean-Michel il y a 2 jours, on doit être ici, je pense en Loire-Atlantique, viennent à couvrir ce département qui aimerait être breton, eh bien peut-être que les salades vont être remplacées par du serpoulet, de la lavande et je ne sais pas quoi d'autre. Alors la question qui nous trotte dans la tête, c'est de savoir, et ce n'est pas à moi tout seul qu'il appartient de répondre évidemment, mais c'est de savoir si cette notion de stratégie de filière, c'est une modalité intéressante, voire même peut-être indispensable, pourquoi pas, pour engager une mise en action de l'adaptation d'une façon plus rapide, plus efficace, etc. Vous allez voir, je pose souvent beaucoup de questions, je formule très peu de réponses, et on va se demander, mais pourquoi il tient le micro? Mais le plaisir aussi, quelquefois, est dans le fait de poser des questions. Et puis, sur cette notion de stratégie, qui finalement est un assemblage de solutions, on constate aussi que sur certaines filières, alors, avec des débats compliqués et quelquefois houleux que vous connaissez, donc je prends l'exemple du maïs iridé, eh bien, il peut y avoir une difficulté à faire projet. Donc je dis bien à faire projet pour la filière, c'est le même discours que ce qu'a dit Sylvain tout à l'heure, le monde de demain, c'est pas un monde sans animaux, c'est un monde où il y a éventuellement peut-être un peu moins d'animaux. Mais il peut y avoir dans certaines filières une difficulté à assembler des solutions versus porter une solution, celle qui est en gras tout en bas, alors qu'on sait qu'on a d'autres leviers qui peuvent concourir à l'identification d'une ou de plusieurs solutions, modulées suivant les régions françaises, suivant les contextes hydriques, etc. Et vous voyez qu'en fait, les catalogues sont relativement importants et permettraient, dans ces cas-là, de construire des choses qui font un peu penser à ce qu'a construit la filière viticole en matière de stratégie. Et puis, je vais terminer cette partie sur la profession agricole par ses leaders, avec certains de ses représentants qui sont ici.
Moi, ce que je ressens, alors je n'ai pas la prétention de pénétrer les cerveaux ni des agriculteurs et encore moins de leurs responsables professionnels, j'essaye quelquefois de comprendre, sans garantie de succès évidemment. Globalement, j'ai le ressenti que, alors, l'avant-milieu de siècle, hein, vous mettez le curseur où vous voulez, donc l'horizon des 1, 2, peut-être 3 prochaines décennies, il est très présent dans l'esprit de ces responsables professionnels. Alors pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que de toute façon nous vivons, agriculture ou autre secteur d'activité, dans un monde où on ne peut raisonnablement pas engager quoi que ce soit au-delà de, dans 20 ans et encore, pour le nombre d'entreprises, ça paraît des horizons extrêmement lointains. Est-ce qu'on considère que la connaissance qu'on a des évolutions climatiques sur ces premiers horizons de temps est suffisamment assurée pour essayer d'élaborer des stratégies, etc. Bon, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je constate, c'est que la suite, qui n'est pas écrite et qui est potentiellement très compliquée, il y a assez peu de positionnement là-dessus. Alors est-ce que c'est parce que ça amènerait à se prononcer sur des visions de l'agriculture française constituées uniquement de figuier de barbarie dans le meilleur des cas et de je ne sais pas quoi d'autre? Est-ce que c'est parce que ce sont des horizons trop lointains pour que ça soit vraiment bénéfique de se pencher dessus? Mais moi je considère que faire l'effort de réfléchir à ces horizons de temps-là, y compris dans leurs éventualités les plus inquiétantes, c'est aussi une façon de se motiver, de nous motiver, voilà, nous et les responsables politiques, sur la nécessité d'éviter de se retrouver sur, par exemple, cette courbe rouge, dont Jean-Michel disait il y a 2 jours, bon, elle est peut-être de moins en moins probable, sauf en cas de rétroaction importante sur certains composants du climat mondial. Toujours est-il que jusqu'à présent, l'exception faite de l'année 2020, crise sanitaire, comme cause, voilà, comme raison, quand vous prenez le suivi des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc tout gaz à effet de serre confondu, on est quasiment pile poil sur la courbe rouge. Hein. Pour le moment, on est sur cette trajectoire. Et c'est toujours intéressant d'essayer de réfléchir à la façon dont on peut justement documenter, décrire, éclairer sur ces futurs plus ou moins lointains. Donc je vous vends un deuxième livrable de l'étude Quel climat demain dans les vignes. Vous allez découvrir que les élèves ingénieurs, avant même que d'être ingénieurs, savent faire des choses très intéressantes. Donc du coup on peut se dire, mais pourquoi les diplômés s'ils savent déjà? Il faut quand même qu'ils passent le diplôme. Voilà un exercice que certaines d'entre vous connaissent certainement, qui s'appelle un analogue climatique, alors qu'il faut utiliser avec beaucoup de prudence, hein, parce qu'il y a des choses que ça raconte, et il y a plein de bêtises que ça permet de dire. Donc on va pas s'apesantir sur les bêtises, et on va simplement retenir qu'il s'agit de décrire l'évolution de de la température moyenne annuelle d'un lieu donné, Chablis, même chose, hein. Pas très intéressante sur le plan gustatif, bien sûr, et de regarder comment ça évolue à l'avenir. Alors on va afficher les températures, mais en plaçant le point Chablis, effectivement, à un endroit qui correspond au niveau de température de ce lieu-là, mais sur la période de référence. Alors on peut le faire pour un exercice qu'on qualifierait de émissions de gaz à effet de serre maîtrisées, c'est une façon de ne pas directement dire aux vignerons application des accords de Paris, scénario RCP 2.6, parce que là on a déjà perdu tout le monde. Et en gros, on lui raconte que sur le plan des températures moyennes annuelles, hein, on ne parle pas de pluviométrie, d'extrême, etc., bah, peut-être que son fils ou son petit-fils, s'ils reprennent, ou sa petite-fille, vont avoir à gérer un contexte qui est à peu près équivalent à Tain-l'Hermitage, quelque chose à mi-chemin entre Tain-l'Hermitage et Gigondas. Donc c'est un univers pour lequel on peut, surtout quand on travaille en viticulture, aller chercher quelques références, pas très loin. En plus, c'est des jolis coins, donc on peut faire un peu de tourisme. Puis on peut lui raconter une autre histoire et lui dire, bah, si on ne maîtrise pas, donc la corde rouge, c'est pour ça que c'est en rouge, et l'autre c'était la corde bleue, c'est pour ça que c'est en bleu, donc c'est du RCP 8.5 ou des rétroactions, etc. Et donc là, c'est plus du Tain-l'Hermitage, c'est plus du Gigondas, c'est pas du Côte de Provence, ni même du Patrimoniaux. L'histoire se finit en Sardaigne, ce qui pour un gars de Chablis est un saut culturel. Alors certes, hein, c'est fin de siècle, mais c'est pas la même histoire. Et là, il peut se dire, ça, moi, je ne pense pas qu'individuellement, alors ce ne sera pas lui personnellement, mais je ne pense pas que mon fils ou mon petit-fils saura gérer. Là, c'est vraiment le maintien de la filière
c'est cette question-là qui se pose, et cette